Mais ce sont là des fantasmes d'extrême droite. Merci beaucoup. D'abord, merci d'être présent ce soir. Merci pour votre accueil, pour votre gentillesse. J'ai eu l'occasion de vous saluer individuellement. C'est toujours chaud au cœur de voir des personnes qui ont la France chevillée au corps et au cœur et qui viennent donc à ma rencontre, parce que c'est vrai que quand on est sur les plateaux télé, on est souvent assez seul. Et donc, c'est très important de venir voir qu'en fait, les gens qu'on défend, eh bien, en un mot comme en mille, ils sont français. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis bon, merci beaucoup, merci pour les organisateurs. Merci Franck pour l'organisation. Merci à Spike également, qui a beaucoup travaillé pour l'organisation de cet événement. Merci aussi à Paul-Emmanuel Thor, qui était le premier à m'appeler. Il n'est pas là ce soir, j'ai entendu dire qu'il avait le Covid. Donc je ne trahis pas de secret, mais en tout cas, toutes mes pensées. Moi, j'ai choisi de me battre pour la France pour une raison simple, c'est que j'ai entendu de plus en plus parler à un moment de ma vie que la France, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, on continue aujourd'hui à l'entendre. Lorsque Éric Zemmour parle de la France, la première chose qu'on lui répond, c'est la France que vous décrivez n'existe pas. La France que vous décrivez est un fantasme. La France que vous décrivez est une chimère. Mais en fait, la France que nous décrivons, c'est juste la France. Parce que si la France que nous décrivons n'existe pas, alors c'est quoi la France? Parce qu'ils se gardent bien en face, une fois qu'ils nous ont rabroué, de nous dire qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que leur France? Eh bien moi ce soir je vais vous dire que, en toute humilité et en toute modestie, la France c'est moi. Pas avec les yeux exorbités et la bave aux lèvres, la République c'est moi. Sérieusement, la France c'est moi, pourquoi? Je n'étais pas français. Je suis arrivé à l'âge de 8 ans, en provenance du Caire. Je ne savais pas parler un mot de français. Et c'est une maîtresse d'école mulhousienne qui m'a appris à parler le français en me faisant des petits cours particuliers en même temps qu'elle faisait cours au reste de la classe. Il est vrai que c'était une époque où sur 34 élèves, il n'y avait que 3 étrangers et un non francophone, votre serviteur. Et cette maîtresse d'école me faisait des petits découpages d'objets usuels. Comme Macron. Ça n'a pas fini pareil, hein. Donc des petits objets usuels de table, chaise, bureau, voiture. Et elle m'interrogeait sur ce programme particulier. Et petit à petit, j'ai commencé à parler le français, à interagir avec mes camarades. Et donc, je vous disais que je n'étais pas français. Et la France a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire français. Vous avez ce soir en face de vous un Français, alors que je ne l'étais pas. Donc si la France n'existe pas, je n'existerai pas. Donc, parce que la France a fait de moi ce que je suis devenu, c'est-à-dire français, je me bats aujourd'hui pour que la France reste ce qu'elle est, c'est-à-dire française.
Et vous savez, le système antinational qui gouverne la France depuis le tournant des années 80, ce système qui nous explique depuis 1981 que la France est un pays de collaborateurs, de fascistes, d'esclavagistes, de racistes, d'antisémites. Ce système est en réalité extrêmement mal à l'aise avec des personnes comme Éric Zemmour ou comme moi. Pourquoi? Parce que finalement, nous démontrons à travers notre propre trajectoire que ceux qu'ils font métier de nier existent. C'est nous. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui se battre pour la France? Un pays, chers amis, c'est un être, c'est-à-dire une identité nationale, c'est-à-dire une culture, une histoire, une langue, des mœurs. Mais c'est aussi un avoir, c'est-à-dire un modèle économico-social. Je vais commencer d'abord par vous parler de l'être français, c'est-à-dire de notre identité. La preuve que le système qui nous gouverne est la France et les Français, c'est que ce système est tout ce qui ressemble à la France et aux Français. Il me hait encore plus que vous. Pourquoi ? Parce que je suis devenu ce qu'il déteste. J'avais, quand j'étais à l'ENA, un ami, un camarade plutôt, qui me disait, mais pourquoi tu proclames partout que tu es français? Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'être immigré? Je lui dis, mais cher ami, je pense que tu devrais faire un effort pour te rendre compte de la chance que tu as, toi, d'être français. La France est une identité nationale. Le problème, c'est que lorsque nous parlons d'identité nationale sur les plateaux ou ailleurs, lorsque nous proclamons notre fierté d'être français, j'ai souvent en face de moi des contradicteurs qui me disent « Mais c'est quoi être français ?» Genre le mec, il a l'air super intelligent en te posant la question « Ça veut dire quoi être français ?» Et j'avoue qu'au début, c'était une question embarrassante. Parce que c'est vrai que quand on est sommé de définir ce que nous sommes dans notre citoyenneté, ce que nous sommes de manière ontologique, c'est-à-dire notre être en tant qu'être, c'est compliqué. Et donc, comme on est un peu quoi, et dans l'incapacité de définir immédiatement, de manière à répondre à cette question combinatoire, mais c'est quoi être français? Eh bien, ils nous disent, voyez, en gros, ça n'existe pas. Alors depuis, j'ai quand même réfléchi à la question. Et il y a quelque chose quand même qui m'interroge. C'est que... Vous m'entendez là? Oui, bon, très bien. Il y a quelque chose qui m'interroge. C'est qu'un pays dont les citoyens sont sommés de définir ce qu'ils sont, c'est que c'est déjà trop tard. Parce qu'en vérité, on n'a jamais demandé à un Marocain de dire « c'est quoi être Marocain ?» Il va vous rigoler au nez. C'est quoi être Sénégalais? C'est quoi être Japonais ou Ivoirien ou Chinois ou Américain? En réalité, cette question ne se pose nulle part ailleurs. Elle ne se pose qu'en France. C'est-à-dire qu'un pays qui en est amené, qui en est réduit à se poser la question de savoir qui il est, c'est qu'il n'est déjà plus un pays.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que pendant des siècles, cette question ne s'est jamais posée. Est-ce que dans les années 50, est-ce qu'au 19e siècle, autour d'une table, autour d'un buffet, autour d'un repas, dans les colonnes de la presse, on disait, au fait, c'est quoi être français? Ben non, parce que c'était une évidence pour tout le monde. En fait, le problème, c'est qu'on commence à se poser la question de ce que nous sommes uniquement parce que nous sommes menacés dans ce que nous sommes. Si nous n'étions pas menacés dans ce que nous étions, alors nous ne poserions pas la question de ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes? Français, c'est une évidence. Ceux qui posent la question, c'est qu'ils ne le sont plus. C'est à eux de répondre. Ah ouais. Et donc aujourd'hui, par quoi nous sommes menacés? Les gens qui vous disent « Mais attendez, vous nous parlez d'immigration de masse, vous nous parlez d'islamisation de la France. » Et là, ils prennent leurs airs le plus. Mais ce sont là des fantasmes d'extrême droite. Mais ce sont là des fantasmes d'extrême droite. Alors vous êtes là emmerdés, j'en fais quoi moi de ça des fantasmes d'extrême droite? Mais attendez les mecs, vous avez circulé un peu en France, vous connaissez, vous avez été dans certaines régions, dans certaines zones, découvert. Quand à Issoudun vous avez une mosquée, c'est pas une islamisation de la France, ça reste un fantasme. Oui, bien sûr que nous sommes aujourd'hui menacés de manière existentielle. Nous sommes menacés dans ce que nous sommes, pas dans ce que nous avons. Pourquoi? Parce que nous avons une élite à partir du tournant des années 80 qui a tout simplement décidé d'en finir avec la France, d'en finir avec les Français, et notamment avec les couches populaires françaises. C'est toute la génération de mai 68 qui, en mai 68, étudiante, a vu la commune ouvrière refuser de faire cortège commun avec la commune étudiante qui n'était fait que de petits étudiants bourgeois qui jouaient à la Révolution dans le salon de papa, boulevard Saint-Germain à Paris, et qui, lorsqu'ils arrivent aux manettes du pays en 81, décident de faire payer aux classes populaires françaises leur refus de s'allier avec eux. Et donc ils ne vont avoir de cesse que de remplacer l'ouvrier français par l'immigré qui devient le nouveau damné de la terre, par l'immigré qui devient la nouvelle fâche sacrée sur laquelle ils vont projeter tous leurs fantasmes de gauche et toute leur lutte des classes qui finit aujourd'hui en lutte des races. Et nous sommes, nous, les nationaux, les patriotes, ceux que le système s'acharne à qualifier de gens d'extrême droite, de fascistes, etc., nous sommes les seuls héritiers de ce qu'est la France. Nous sommes certes minoritaires, mais ça n'est pas grave. La minorité peut être contrebalancée par une foi qui déplace les montagnes. Et je vais vous dire qu'à travers l'histoire de France, chers amis, jamais l'idée que nous nous faisons de la France n'a été défendue par une majorité. La France telle que nous nous l'imaginons a toujours été défendue par une minorité. Minorité parfois réduite à une seule personne, Jeanne d'Arc, qui à elle seule, parce qu'elle avait la foi en son pays, a réussi à l'entraîner tout entier derrière elle pour chasser les Anglais et refaire que la France redevienne la France. Et aujourd'hui, nous sommes des millions de Jeanne d'Arc. Vive Jeanne. N'ayez pas peur de ceux qui vous disent « Vous ne gagnerez jamais, vous n'êtes pas assez nombreux ». Jamais
Aucun candidat de ce que vous défendez n'y arrivera. Ça n'est pas vrai. Pour reprendre les mots de l'immense Bernanos, l'espérance est un risque qui vaut la peine d'être couru. Mener un combat n'a jamais garanti de le gagner. Mais ne pas le mener garantit de perdre. Alors je vous demande de vous lever en masse et de vous battre pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Je vais vous donner un exemple. En 1940, quand le général de Gaulle parlait de la France, parlait de l'essence de la France, parlait de ce qu'était la France, parlait de ce qui définissait la France, Vichy parlait du ravitaillement, c'est-à-dire du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, nous sommes les seuls héritiers de la France libre. Nous sommes les seuls héritiers, les seuls représentants de la France qui se bat, de la France qui n'a pas envie de mourir, de la France qui se lève. Nous nous lèverons et nous gagnerons. La France, évidemment que la France en tant que façade, en tant que géographie délimitée, elle ne va pas disparaître. Dans 100 ans, il y aura toujours la France. Il y aura toujours ses frontières, il y aura toujours le paysage, le décor que vous connaissez. Mais nous ne nous battons pas pour ça, encore que. Il serait bon, par exemple, que toutes ces éoliennes horribles disparaissent du paysage et soient foutues à la décharge. Nous nous battons pas pour un contenant, même si c'est important. Nous nous battons pour un contenu. L'identité d'un pays, c'est ce qui le fait vivre. C'est ce qui fait que quand je vous parle, vous me comprenez. C'est ce qui fait que je n'ai pas besoin de vous dire que je suis français, vous le voyez, vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes français, je le vois. C'est ce qui fait que, comme dans une famille, on se sent proches les uns des autres. On fait partie d'une grande famille qui s'appelle la nation. On est solidaires les uns des autres, en cas de coup dur. Nous nous battons pour que la France restera, pour que notre langue reste française. Pas d'écriture inclusive, pas toutes ces choses qui participent de la destruction de notre identité. Et d'ailleurs, il y a un truc que je piche pas en fait dans la langue inclusive, c'est que on nous dit il faut écrire les électeurs sont contents, .e.s. Les électoristes. Et les électeurs, .e.s. C'est magnifique, sauf que comment vous le prononcez ça? Parce que il me semble que le langage est aussi parlé. Donc vous pouvez être inclusif dans l'écriture, mais dans le verbe, vous faites comment? Alors on nous dit, maintenant il y a le neutre. Donc on ne sait pas si c'est un mec ou une nana, c'est un nom défini. Et on nous dit, il faut utiliser Yel. Mais alors Yel est content ou Yel est contente? Ben on ne sait pas. Alors, ils vous disent, ah oui, mais si on écrit Yel, vous pouvez écrire Yel est content, .e.s. Alors vous allez le dire? Non. Donc on voit bien que c'est de la merde, ça. Et donc ça n'est rien d'autre que l'ultime estocade que compte infliger le système antinational à ce qui nous reste, c'est-à-dire notre langue. On a déjà perdu notre identité dans plein d'endroits. On ne vit plus français en France. Et maintenant, ça ne suffit pas. On veut démonter nos statuts. On veut balancer notre héritage culturel, patrimonial à la poubelle. Et maintenant, ce qui reste, c'est l'attaque contre la langue française pour que demain, tout le monde dise Yel et tout le monde dise content s. Pourquoi le combat pour notre identité doit être prioritaire? Parce que
si nous ne sommes plus ce que nous sommes, alors vain, V-A-I-N, hein, pas V-I-N, alors vain est d'avoir ce que nous avons. Pour reprendre cette fabuleuse phrase de l'Évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain, l'homme vit aussi de son identité. On s'en fout d'avoir un pouvoir d'achat qui augmente et un frigo qui est plein, si le prix à payer, c'est de ne plus être chez nous. Donc la seule vraie question qui se pose en priorité, et c'est pour ça qu'Éric Zemmour a raison d'insister là-dessus, c'est de défendre notre droit à rester ce que nous sommes, chez nous et pour l'éternité. L'être compte autrefois, on disait la bourse ou la vie. Et qu'est-ce qu'on choisissait? La vie. Aujourd'hui, on vous dit le pouvoir d'achat ou rester français. Nous choisissons de rester français. Pourquoi? Parce que la grandeur d'un pays est toujours de choisir de rester ce qu'il est plutôt que d'être acheté afin de devenir ce qu'il n'est pas. Oh, bien sûr, loin de moi l'idée de nier l'importance de manger à sa faim et de boire à sa soif. Parce que, je reprends l'évangile, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais enfin, il en vit quand même. Ce soir, on est là pour montrer que on vit quand même d'autres choses que de pain. Hein, du vin. Mais là encore, quelque part, notre avoir fait partie aussi de notre être, ce que j'appelle le modèle économique social français. La France a toujours été ce pays formidable qui a vu essaimer tout un tas de dispositifs sociaux permettant de faire en sorte que la vie soit la moins pénible possible, notamment pour nos concitoyens les plus défavorisés. Mais pour que nous ayons ces services publics de qualité et cette solidarité nationale de qualité, encore faut-il que notre économie produisent suffisamment de richesses pour pouvoir se les payer. Parce que ces services publics et cette solidarité nationale n'est pas gratuite. Comme dirait l'autre, c'est pas parce que l'État paye que c'est gratuit. Ça coûte quand même. C'est pour ça qu'il faut commencer à réfléchir à pourquoi, finalement, l'économie française, ce qu'on appelle le grand déclassement, a commencé à se paupériser. Aujourd'hui, nos entreprises, qui sont les principales créatrices de richesse, elles ont un problème de compétitivité. Ça veut dire que le coût du travail est extrêmement élevé. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans cette salle, mais vous savez très bien que lorsque vous embauchez quelqu'un, que vous allez payer par exemple 2 000 € par mois, il va en réalité vous en coûter presque 4 000. Parce que vous avez les charges sociales, patronales, ce qu'on appelle les cotisations. Alors, l'équation est compliquée à résoudre, parce que ceux qui veulent le maintien du statu quo, comme toute la gauche, ils vous expliquent qu'en réalité, ces cotisations sociales et patronales sont très importantes, et ils ont raison, parce que ces cotisations financent la sécurité sociale et tous les dispositifs sociaux. C'est vrai. Mais ça n'est pas une raison pour qu'ils soient aussi élevés, et surtout, ça n'est pas une raison pour que ça soit uniquement les Français qui le payent. Alors moi, qui suis un économiste de formation, j'ai réfléchi à ces questions et je me suis dit, à partir d'ailleurs du programme de la droite de 2017 qui prévoyait de baisser massivement les cotisations sociales, mais pour conserver quand même une sécurité sociale, une protection sociale, une solidarité nationale de qualité, il proposait d'augmenter la TVA.
ce qu'on appelle la TVA sociale. Mais je me dis, bon sang, pourquoi est-ce que c'est toujours aux Français de payer? Parce que la TVA, en réalité, elle est aussi payée par nous. Donc je me suis lancé dans le calcul et j'ai découvert qu'avec notre principal partenaire commercial, c'est-à-dire l'Allemagne, nous avions un différentiel de compétitivité d'à peu près 80 milliards d'euros. Ce qui nous plombe, ce qui nous fait décrocher sur toutes les performances économiques, et notamment les performances économiques à l'export. 80 milliards, objectivement, c'est irrattrapable, en tout cas à court terme. Mais on peut en rattraper peut-être la moitié, aux alentours de 35 milliards. Comment? Donc on baisse les cotisations sociales et patronales de 35 milliards, ce qui, pour les entreprises, serait vraiment un allègement significatif du coût du travail. Et de l'autre côté, plutôt que d'augmenter la TVA qui serait quand même payée par les Français, je propose de faire payer ceux qui pillent la France. Oui. À savoir, le coût de l'immigration, à savoir notre contribution nette au budget européen. Aujourd'hui, notre contribution nette, c'est-à-dire la différence entre ce que nous donnons à l'Europe et ce que nous recevons de l'Europe, on doit être aux alentours de 10 milliards. On peut la baisser à 5. Nous avons 100 milliards de niches fiscales, d'exemptions diverses et variées, 100 milliards. On remet à plat les niches fiscales et on peut trouver facilement 5-6 milliards à économiser. Pourquoi est-ce que les pays qui infligent des déficits commerciaux abyssaux à la France, comme la Chine, comme le Vietnam, ne devraient pas eux aussi être mis à contribution pour financer la baisse de nos charges sociales et patronales? Je propose une contribution aux importations en provenance de ces pays à hauteur de 2 ou 3% qui permettent de ramasser un petit pactole pour que nos entreprises puissent respirer. La lutte contre la fraude fiscale et sociale, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez retrouver mon article complet sur mon blog www.jeanmessia.overblog intitulé « Sortir du piège de l'euro sans sortir de l'euro » et vous aurez toutes mes propositions pour sortir de cette ornière et redonner du souffle aux entreprises françaises, parce qu'une fois que les entreprises françaises se remettront à être compétitives, elles créeront davantage de richesses. Créant davantage de richesses, elles peuvent embaucher davantage. Et comme notre pays s'enrichira, nous pourrons à ce moment-là nous payer les services publics de qualité, la protection sociale de qualité et surtout une solidarité nationale, mais qui restera nationale, pas mondiale, nationale. Et on supprime les 10 millions de capital en trop aussi. Ne répétez jamais, ne dites jamais, ne croyez jamais ceux qui vous disent que la France est un pays raciste, que nous serions racistes ou d'extrême droite. La chose est entendue. Si la France était un pays raciste, je n'existerais pas. La meilleure preuve que le système qui nous gouverne est un système qui est la France, elle est toute simple. Dis-moi quelle immigration tu mets en scène et je te dirai quel patriotisme tu as. Quelle est l'immigration qui est mise en scène aujourd'hui? Les Rokhaya Diallo, les Ouria Boutelja, qui d'autre? Les Yassine Bellatar, les Karim Zeribi, et depuis peu, même des nouveaux convertis à la haine antinationale, Ramayad. Je sais pas, un pays qui est fier de ce qu'il est et dont les élites sont vraiment françaises. Mettrait Assa Traoré, exactement. Un pays qui mettrait, un pays dont les élites aimeraient vraiment la France, comme ils le prétendent,
Parce que maintenant, leur grande mode sur les plateaux, c'est de dire, mais vous n'êtes pas les seuls à être patriotes, nous aussi on est patriotes. Vous n'avez pas le monopole du patriotisme, nous aussi on aime la France. Mais excusez-moi, mais si vous aimez la France, pourquoi vous permettez à tous ces êtres suffisants et non nécessaires d'écumer les plateaux? Que font les Assa Traoré, les Yassine Bellatar, etc., sur les Rokhaya Diallo, les Ouria Boutelja, sur les plateaux de télévision? C'est leur prêtre. Ils prennent dans l'immigration la plus haineuse de la France, pour la mettre en scène, pour qu'ils diffusent cette parole nauséabonde aux autres immigrés, afin d'attiser la haine. Les attiseurs de haine, c'est eux. Si ces gens, si ces médias, si ces journalistes, si ces hommes politiques, soi-disant autoproclamés progressistes, aimaient la France, ils mettraient à l'honneur une immigration nationale, une immigration patriote, une immigration assimilée. Et il y en a de tous les bords politiques. Pas du tout. Pourquoi? Pourquoi haïssent-ils tant la France et tout ce qui lui ressemble de près ou de loin? Ils nous traitent de fascistes et d'extrémistes de droite. Ils nous traitent de racistes. Mais quel est le pire raciste de la Terre, sinon celui qui, par haine de son peuple, cherche à tout prix à le remplacer par d'autres? Le pire des racismes, c'est le racisme contre soi, contre son propre peuple. Parce que ces gens qui nous gouvernent depuis 40 ans ont établi une règle inimaginable. Ils prétendent que l'amour du prochain doit nécessairement passer par la haine de soi. Eh bien, nous inversons le paradigme. Nous disons que tout amour du prochain sans amour de soi-même est un amour malsain qui doit être banni. Comment peut-on aimer l'autre si on ne s'aime pas d'abord soi-même? C'est impossible. On ne peut pas, à partir d'une détestation de soi, prétendre aimer qui que ce soit. Seul un pays fier de lui, seul un pays qui s'aime peut aimer l'autre, à condition que l'autre, une fois entré dans la communauté nationale, c'est-à-dire une fois devenu français, ressemble aux membres de la communauté qui constitue ce peuple. Alors on nous dit, aux gens comme moi, mais en fait t'es un harki, t'es un traître, tu oses nier tes origines, tu oses parler comme un Français. C'est exactement ce que j'ai répondu, la question que, enfin en tout cas l'attaque que m'a faite Bellatar lors de mon premier débat. Je lui ai répondu que nul n'était obligé d'être français, mais qu'à partir du moment où on a la nationalité française, c'est le fait de ne pas se conformer, de ne pas être fidèle à la tradition et à l'identité du pays dont tu portes la nationalité, c'est cela qui fait de toi un traître. Car dans n'importe quel pays au monde, tout porteur de la citoyenneté d'un pays qui se met à haïr le pays dont il porte la nationalité est un traître qui doit être déchu de sa nationalité. Ceux qui ne sont pas fiers d'être français, ceux qui ne font pas honneur à une carte nationale d'identité, et les mots ont un sens, carte nationale d'identité, ils sont inséparables.
Il n'y a pas que la carte. À l'intérieur de cette carte qui donne des droits, il y a une nation et il y a une identité à respecter. Si vous ne la respectez pas, c'est dehors. Ne vous laissez jamais intimider par qui que ce soit. Vous êtes les héritiers d'un pays grand et d'un pays fier. Je suis moi-même fier d'appartenir à ce pays. Quand on a beaucoup reçu d'un pays, on a le devoir, c'est mon éducation, on a le devoir de beaucoup donner à ce pays. Moi, j'avais le choix, après ma réussite au plus grand concours de l'État français, c'est-à-dire l'École nationale d'administration, j'avais le choix de dérouler une carrière administrative en tant que haut fonctionnaire, de terminer avec un salaire à 2 chiffres, avec un titre de directeur ou de sous-directeur de l'administration centrale. Mais ce peuple qui m'a accueilli, ce peuple qui a fait de moi ce que je suis devenu, eh bien je me faisais un devoir de renoncer à cela pour défendre ce peuple. Parce que, en vérité, la seule chose qui compte pour moi, c'est que ce peuple qui m'a accueilli reste ce qu'il est pour qu'il puisse un jour accueillir dans les mêmes conditions d'autres personnes comme moi qui sont désireuses d'être français. Ah ouais. C'est ça mon message. Je ne vais pas être plus long que cela. Je vais tout simplement vous dire ce soir un message. C'est 1. La foi déplace les montagnes et la foi nationale n'y fait pas exception. Ayez de l'espérance, ne vous laissez pas décourager. On va y arriver. Pourquoi ? Parce que diantre, nous sommes la France. Que diantre, nous sommes français. Soyez forts, soyez fiers, soyez français et en avant vers la victoire. Un peu compliqué. Alors, tout d'abord, moi-même étant enseignant dans l'éducation nationale, je suis soumis à un certain nombre de doxas et il est vrai que ce n'est pas évident d'assumer ce statut de patriote, de soutien d'Éric Zemmour, et malgré tout je le fais. Et nous sommes soumis à un certain nombre d'injonctions du ministère, notamment des injonctions en ce qui concerne la théorie du genre et la question des transsexuels. Vous n'êtes pas sans savoir que notre cher ministre Jean-Michel Blanquer a émis une directive concernant justement l'accueil de ce public particulier. Et sachez que tous les enseignants aujourd'hui, ils ont justement le devoir d'appeler par exemple une élève, Lucas, alors même que, bien entendu, son identité sexuelle est complètement liée. Et la question que je voulais vous poser justement, c'était de savoir qu'est-ce que vous encouragez à faire, notamment dans le cadre d'un futur quinquennat d'Éric Zemmour. Merci pour votre question. D'abord, qui vous dit que je m'appelle Jean? Je m'appelle Marie-Françoise en fait. Depuis mon opération, je me sens très bien. Non, bien entendu, pour parler sérieusement, cette question est symptomatique, je dirais, de la décrépitude de notre société. Pour faire un constat brutal, je ne comprends pas comment une société qui vous explique qu'il faut mettre en place une mission financée par l'État pour protéger la reproduction des coléoptères à poil ras, la même société vous explique qu'en fait, ce que vous avez entre les jambes ne compte pas. L'écologie humaine ne compte pas. C'est-à-dire que l'humanité, les êtres humains, hommes et femmes, n'ont pas droit à l'écologie.
l'écologie est réservée à toutes les espèces de la Terre, même les insectes, sauf les êtres humains. Et donc, on ne respecte pas la sexualité de l'être humain, on ne respecte même plus l'idée que la procréation doit provenir de l'union d'un mâle et d'une femelle dès lors qu'il s'agit d'un homme et d'une femme. Et qu'il y aurait, l'être humain aurait une espèce de privilège exorbitant du droit commun qui ferait qu'il pourrait penser être autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire que, en gros, vous ne respectez pas votre nature biologique. La nature est la nature, c'est-à-dire qu'elle a décidé, quand vous êtes né à votre naissance, que vous avez un organe sexuel féminin ou masculin. Donc la première des écologies, c'est de respecter cela. Alors, évidemment, l'être humain ayant une particularité par rapport au monde animal, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à rationaliser et à se penser lui-même, moi j'ai rien contre qu'un adulte qui a 18, 19, 20, 30 ans se dise « je suis un homme, mais au fond de moi, j'ai toujours été une femme », ou l'inverse. C'est son libre arbitre, après tout. Je ne peux pas lui interdire de se penser être autre chose que ce qu'il est. Là où ça me choque profondément, c'est quand on parle des enfants. Parce qu'il est évident que l'adolescence est précisément cet âge où on se cherche. L'adolescence est précisément cet âge où le cérébral prend possession de sa nature première. C'est-à-dire qu'un garçon de 14, 15, 16 ans, il apprend à se penser comme étant un garçon, et une fille qui a 12, 13, 14 ans, elle apprend à se penser comme une fille. Donc c'est normal qu'à cet âge-là, cet âge de transition entre le monde de l'enfance et le monde de l'adulte, l'être humain se recherche. Mais ce n'est pas parce qu'on parle de recherche qu'il faut considérer qu'on est perdu. Parce qu'en réalité, c'est une recherche. Vous savez, comme disait un révolutionnaire, les faits sont têtus. On peut à 13-14 ans se dire « Oh là là, mais est-ce que je suis vraiment un garçon? Est-ce que je suis vraiment une fille? Qu'est-ce que je suis au fond ?» Mais à la fin, cette adolescence se termine par une réalité. C'est-à-dire que vous êtes ce que vous êtes. Alors, il y a un certain nombre de personnes, une minorité, où le processus de l'adolescence n'aboutit pas à ce résultat, et à ce moment-là, adultes, eh bien, ils font ce qu'ils veulent, parce que nous sommes dans une société libre. Mais on ne peut pas imposer aux enfants de se poser la question d'être autre chose que ce qu'ils sont. Et donc, évidemment, que sous un quinquennat national et patriotique, sous un quinquennat Éric Zemmour en particulier, toutes ces théories fumeuses seront abandonnées et des circulaires seront émises par le nouveau ministre de l'Éducation nationale mettant une fin à ce délire absolu. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. Sur les enfants sont sacrés. Tant qu'on n'est pas adulte, on reste des enfants. Quand on est enfant, eh bien, il faut accompagner l'enfant vers ce qu'il est. Il faut lui apprendre à être ce qu'il est et non pas pourrir son cerveau avec des théories foireuses qui lui expliquent que peut-être qu'il n'est pas ce qu'il est et que c'est même mieux qu'il ne soit pas ce qu'il est. Autre question. Vous avez une question à cette table ? La question est la suivante. Lorsqu'on défend le drapeau français, la nation, la patrie, c'est très bien. On est mal vu. On est traité de nazis, on est des fascistes. Ici, on est dans le trou du cul du monde, hein, vous l'avez remarqué, sûrement non, hein, c'est la vie sidérale. D'accord ?
Donc on est tous des petits nazillons en puissance. Le problème, c'est que... C'est vrai que j'ai le profil, moi. Non, mais le problème, vous avez vu le bourré de salle, en fait. Le gros souci, c'est que ça se répète depuis des années. Auparavant, il y avait Madame Le Pen, elle est toujours là, et puis il y a vous maintenant. Le gros souci, c'est que si vous ne faites pas sauter ce verrou-là, les gens n'adhèrent pas. C'est-à-dire que si c'est pour être pris pour des nazis, l'histoire reste en France. Si justement ce verrou ne saute pas, et que les gens, on arrive à inverser cette tendance, c'est-à-dire que c'est beau de défendre la France, aujourd'hui, peu de gens le disent. Et ça, c'est bien malheureux. Comment allez-vous faire pour faire sauter ce verrou, là, justement? Comment allez-vous faire pour retourner cette tendance? Si vous voulez être élu, il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Sinon, l'adhésion ne se fera pas. Alors c'est bien. J'espère qu'un jour vous descendrez avec M. Zemmour, caresser le cul des vaches, tout, machin. Parce que ça a réussi à un grand couillon qui n'a jamais rien fait. On prend les Champs-Élysées d'abord. Ouais, ça c'est pas mal. Mais comment vous allez faire sauter ça? Parce que le nerf de la guerre pour moi c'est ça. C'est une deuxième excellente question. Vous avez raison. Nous avons, enfin la France a intégré l'idée, depuis déjà des dizaines d'années, que toute forme de défense de ce qu'elle est assimilée à de l'extrémisme ou du totalitarisme. Pour ceux d'entre vous qui me suivent sur les plateaux de télévision, je ne laisse jamais passer la qualification d'extrême droite. C'est encore, si vous voulez visionner mon intervention sur CNews du vendredi soir, donc hier soir, lorsque quelqu'un m'a dit « mais vous êtes de l'extrême droite », je l'ai sommé de définir ce qu'est l'extrême droite. Qu'est-ce que l'extrême droite? Mon voisin m'a répondu « c'est le nationalisme ». L'autre en face m'a dit « mais vous n'êtes pas d'extrême droite ». Je fais « ben non, je ne suis pas d'extrême droite ». Parce que l'extrême droite, c'est quoi? La première caractéristique de l'extrême droite, d'ailleurs, je vous invite à aller à nouveau sur mon blog, puisque j'ai commis un article il y a 2 ans, intitulé « Pourquoi nous ne sommes pas d'extrême droite ?» Un article très fouillé, très détaillé, où j'ai expliqué ce qu'est l'extrême droite historique, ce qu'est l'extrême droite en sciences politiques, pour démontrer que nous n'avions aucune des caractéristiques de l'extrême droite. Est-ce que nous sommes anti-parlementaristes? Non. Nous sommes tellement parlementaristes que nous voulons la proportionnelle. Ça n'a jamais été l'extrême droite. Est-ce que nous nous battons contre les institutions républicaines? Absolument pas. Nous voulons les restaurer et les rétablir. Est-ce que nous sommes des militaristes qui appelons à ce que le pays soit gouverné par l'armée? Non. Au contraire, nous prenons un pouvoir civil au sein duquel notre armée, notre police et notre gendarmerie soient respectés. Donc en fait, ces gens utilisent des étiquettes pour nous diaboliser. Mais il ne faut jamais laisser passer ça. Parce que moi j'ai instauré sur les plateaux une idée très simple, c'est que celui qui me traite d'extrême droite ou de fasciste ou de nazi, d'abord il est con, parce que comme vous avez remarqué, je n'ai absolument rien du grand blond germanique. Ah bon? Voilà, non, mais je dis ça parce que vous avez bu. Peut-être les oreilles. Non, elles sont surdimensionnées, donc. Et surtout, je dis que c'est une insulte. Mais de quel droit ces gens nous traitent d'extrémistes, enfin? On n'a pas le droit de nous traiter d'extrémistes. Est-ce que moi j'ai le droit de dire que c'est des gauchistes moisis? Alors oui, c'est ce que je dis. Oui, oui. Mais je leur dis ça en réponse à ce qu'ils me disent, c'est ce que j'ai dit hier. Bon, exactement. Non mais attendez, le pire de tout, c'est que les mêmes qui nous répètent à longueur de journée que nous sommes des extrémistes de droite, des fascistes et des nazis, lorsqu'on leur dit vous êtes des islamo-gauchistes, vous n'avez pas le droit de dire ça, j'ai porté plainte contre vous. Donc attendez, vous avez le droit de m'ensevelir sous les insultes d'extrémisme et des procès en fascisme, mais moi, si je vous dis ce que vous êtes, je n'ai pas le droit de le faire. Ah ben, je le fais. 1
Et donc je pense que la répétition étant la base de la pédagogie, à chaque fois que je suis traité d'extrémiste de droite, j'arrête le débat. Les journalistes, maintenant, ils me disent, mais attendez, on va pas à chaque fois faire le... Mais je dis, mais dans ce cas-là, dites-leur de ne pas me traiter d'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite. Le problème, si vous voulez, et ça c'est un argument que je vous donne, que vous pouvez, dont vous pouvez vous servir, c'est que la France, en tout cas les élites françaises, qui nous gouvernent depuis 40 ans, ce système médiatico-politique qui nous gouverne depuis 40 ans, a réussi à criminaliser, à pénaliser, au sens juridique du terme, l'idée de défense de l'identité nationale. Et le pire, c'est que ce même système va défendre, avec acharnement, va défendre la main sur le cœur, de manière grandiloquente et grandiose, tous les nationalismes, tous les patriotismes, toutes les identités, si minoritaires soient-elles, les identités des plus petites peuplades aborigènes du fin fond des jungles, ils vont considérer que c'est un devoir sacré de les utiliser, de les défendre, de les mettre en valeur. Mais lorsqu'on en vient à défendre l'identité nationale française, alors là, c'est branle-bas de combat. Et on sort la grosse bertade sémantique d'extrême droite, de fascisme, de nazisme, etc. Moi, je dis simplement que la France est un pays comme un autre. La France est un pays qui a une identité nationale comme les autres. Et que ces gens qui s'évertuent à défendre des identités lointaines, s'ils veulent être crédibles pour ces identités lointaines, encore faudrait-il qu'ils commencent par l'identité rapprochée, c'est-à-dire la nôtre. Faut applaudir, alors, pardon. Ai-je répondu? Mais on va y arriver. Mais comment vous allez vous y prendre pour faire sauter ce verrou? Parce que je vous le dis. Là, comme je vous ai dit, on est dans le centre de la France. C'est on n'est pas des gens bien évolués, on est des paysans. La plupart du temps. Vive les paysans. Et on requiert de l'être. Oui. C'est-à-dire que si c'est pour évoluer comme on l'est devenu, il vaut mieux que vous restiez ce que vous êtes. Hein. Vous avez l'impression que c'est pas ce qu'on fait. Le principe, c'est comment vous allez faire de en haut, de chez vous là-bas, ça ruisselle dans notre pays. Écoutez, de toute façon, c'est... De manière à ce que les gens Non, mais monsieur... soient moins embêtés quand on parle du drapeau français. Mais parce que qu'on a laissé perdre. Mais parce que ce combat, il ne se mène pas qu'à Paris. Pourquoi je viens vous visiter? Pourquoi je viens vous visiter et je viens vous parler et je viens, à mon modeste niveau, vous donner des idées? C'est aussi pour que vous utilisiez un certain nombre d'éléments de langage qui sont les miens, parce que moi c'est des sujets sur lesquels j'ai réfléchi, sur lesquels j'ai écrit, pour que vous puissiez aussi les faire vôtres. Alors je ne prétends pas avoir la science infuse, je suis sûr qu'à votre niveau, et avec le bon sens qui vous anime, avec votre expérience personnelle, vous avez déjà des réponses à ces questions, mais en réalité, c'est par capillarité qu'on procède, c'est pas depuis Paris. Alors moi je fais ce que je peux, là où je suis, mais nous avons évidemment besoin de vous, parce que c'est un combat qui se mène à Paris, mais qui se mène partout. Donc à chaque fois que quelqu'un vous dit ça, il faut lui répondre ça. Et mais attendez, si quelqu'un vous dit, mais vous défendez l'identité française, mais vous êtes un fasciste et vous êtes un extrémiste, je vais vous raconter une petite histoire, tiens, qui va beaucoup vous servir et qui en dit long sur le sujet que vous avez soulevé. Un jour, j'ai été invité sur France Info, la télé. Donc j'arrive dans l'immeuble de France Télévisions, qui est situé au pont du Garigliano à Paris. Je rentre et donc là, vous avez tous les appariteurs, les agents de sécurité, etc., qui sont tous d'origine maghrébine. Et donc, je suis arrivé en avance de 20 minutes, donc je commence à taper une bavette avec les appariteurs. Je leur parle en arabe, je leur raconte 2-3 blagues en égyptien, ils rigolent, etc. Donc ça se passe très bien. Et puis à un moment, j'ai l'hôtesse qui vient me chercher, qui me dit « Bon, c'est à vous, faut monter ». Donc je la suis, je monte. À l'époque, j'étais encore au Rassemblement National. Et donc je fais l'interview, et donc en fait, France Info Télé est diffusé sur tous les écrans intérieurs de France Télévisions. Donc l'interview dure à peu près une dizaine de minutes.
Je redescends dans le hall, je vois les mêmes apparaîteurs qui étaient là, blêmes. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes du Rassemblement National? Je fais, bah ouais. Il me regarde, il fait, mais putain, on a cru que vous étiez sympa. Putain, pétez un coup là les mecs, j'ai pas attrapé la lèpre, je suis toujours le même. Ils disent non mais quand même, le Rassemblement National c'est compliqué quoi, les discours et tout, c'est un peu raciste, c'est l'extrême droite. Alors je dis mais attends, on va se calmer déjà, on va essayer de régler cette histoire. Je lui dis toi tu viens d'où? Il me dit moi je suis d'origine marocaine. Je lui dis très bien. On va reprendre, je sais pas, on va reprendre un discours de Marine Le Pen et on va remplacer dans le discours de Marine Le Pen tous les mots France, française, français par Maroc, marocain, marocaine. Donc on a sorti sur Google un discours de Marine, on a fait l'exercice, je lui dis alors t'es d'accord? Il me dit mais nous chez nous au Maroc on dit ça tous les jours. Je lui dis très bien, vous avez raison, alors pourquoi chez nous c'est criminel? Il me dit ah tu marques un point là. T'es redevenu sympa ou? Voilà, je lui dis donc moi je suis très fier. En plus, le type était pas français, il était marocain, il était de nationalité marocaine. Je dis, moi, je suis très fier que tu défendes l'identité marocaine. Tous les pays du monde ont le droit de défendre leur identité. C'est notre caractéristique, d'ailleurs. Nous ne renions à personne le droit sacré de défendre ce que nous défendons. C'est en cela que nous sommes de véritables mondialistes, dans le sens où nous respectons la diversité des identités nationales et le droit de chacun des membres de ces identités nationales de les défendre. Mais personne n'a le droit de nous nier le droit de défendre ce que nous sommes chez nous. C'est tout. Et ces gens-là étaient d'accord. Donc c'est simple. À partir du moment où on prend la peine d'expliquer à celui qui vous traite d'extrême droite ou de fasciste ou de nazi, de lui expliquer avec des exemples simples, avec des mots simples tels que je viens de le faire, je ne dis pas que tout le monde se convertit. Je suis sûr qu'au fond d'eux, ils sont convertis. Mais comme les mots extrême droite, fascisme, nazisme sont des mots qui sont devenus politiques, c'est-à-dire qu'en fait, la manière dont le système bêle à longueur de journée ces mots-là, c'est aussi une façon de nous empêcher d'arriver à nos fins, c'est-à-dire à sauver la France et à refaire que la France devienne la France. Donc en réalité, c'est des armes. Donc face à des gens qui sont de mauvaise foi et qui n'ont de cesse de vous traiter comme ça, parce que pour eux, s'ils ne vous traitent pas de ça, ils n'ont pas d'autre réponse. Vous connaissez le proverbe, hein. Alors on prête cette phrase à Staline, mais peut-être est-ce un apocryphe. Traitez vos adversaires de fascistes. Pendant qu'ils se défendent, ils n'argumentent plus. Eh bien, nous allons argumenter, parce que le but, c'est pas tellement de convaincre des gens de mauvaise foi, c'est de convaincre les Français. La demoiselle, là, elle va poser une question. Après. Alors bonsoir Jean Messia. Bonsoir. C'est un véritable honneur d'être devant vous et de pouvoir vous poser une question, d'échanger avec vous. Honneur réciproque. Je suis Morgane Moreau, membre de Génération Zemmour Indre, et j'aimerais aborder un sujet avec vous sur l'Union européenne, parce que je pense que c'est pas assez abordé, pas pareil avec Zemmour peut-être, mais je profite qu'on soit en petit comité pour qu'on puisse en parler sans que ce soit un sujet de discorde. Vous parlez tout à l'heure que le pouvoir d'achat c'était un sujet qui était pour camoufler les véritables problèmes qui sont plutôt liés à l'identité. Mais je pense que c'est surtout, tout est lié en réalité avec l'Union européenne, et que en réalité c'est ça le véritable cœur du problème. Et donc j'aimerais savoir ce que vous pensez, donc quel est votre point de vue sur l'Union européenne, est-ce que vous proposez,
Et parce que, alors je suis étudiant en économie, donc vous avez dit que vous étiez économiste de formation. Oui. Voilà, donc pour moi c'est lié parce que vous dites que bon, le pouvoir d'achat, bref, et moi je pense que le pouvoir d'achat est directement impacté sur un autre terrain. J'ai déjà esquissé en fait la réponse, c'est vrai, j'ai jamais prétendu que le pouvoir d'achat était quelque chose de secondaire, et j'ai jamais prétendu non plus que le pouvoir d'achat était instrumentalisé pour masquer les questions existentielles et les questions identitaires. J'ai simplement dit qu'entre l'être et l'avoir, il y avait une hiérarchisation, c'est-à-dire que c'était l'identité qui était la première des priorités, la première des luttes, même si, effectivement, le pouvoir d'achat, l'avoir, était une priorité, mais en second plan. Alors, vous avez raison de souligner que tout ça est lié à l'Union européenne, puisque quand on voit les graphiques de croissance, d'emploi, d'enrichissement, etc., entre l'Allemagne et la France, vous voyez très bien le point de rupture en 2002, c'est au moment de la mise en place de l'euro que la France décroche par rapport à l'Allemagne. Ça, c'est une évidence et c'est indiscutable. Je vais rappeler en exergue à mon discours de tout à l'heure que nous avions un différentiel de compétitivité avec l'Allemagne de 80 milliards d'euros, ce qui est gigantesque. Autrefois, lorsque les pays avaient leur monnaie, lorsque la France avait le franc et lorsque l'Allemagne avait le Deutschmark, ce différentiel de compétitivité se réglait par une dévaluation du franc par rapport aux marques, ce qui permettait effectivement artificiellement de rendre moins cher le coût du travail libellé en francs par rapport au Deutschmark. Sauf que lorsque on a unifié la monnaie, on n'a plus cette possibilité. Et donc, en fait, la rigidification de l'instrument monétaire a conduit à un décrochage explosif, c'est-à-dire de plus en plus important avec l'Allemagne, sans possibilité de le régler par une dévaluation monétaire devenue impossible. Donc, si on veut redonner du souffle à notre économie, et notamment sa compétitivité par rapport à l'Allemagne, il n'y a pas 36 solutions. C'est où on sort de l'euro, et on rétablit notre monnaie nationale, et on dévalue, et à ce moment-là, le problème est réglé, ou alors, on cherche d'autres pistes pour dégonfler le différentiel de compétitivité autrement que par la monnaie. Donc j'ai esquissé un certain nombre de pistes tout à l'heure, en parlant de l'économie sur l'immigration, en parlant de l'économie sur la fraude fiscale et sociale, en parlant de notre contribution nette à l'Union européenne, en parlant de la remise à plat des niches fiscales, en parlant de la contribution aux importations des pays qui nous infligent des déficits commerciaux importants. Pourquoi je suis contre la sortie de l'euro, qui est une solution? C'est pas sur le principe. Les gens qui vous disent, bah non, on est dans l'euro, on ne peut plus en sortir, on ne peut pas changer de monnaie comme ça. C'est le comme ça, mais on peut changer de monnaie. La preuve, c'est qu'on est passé du franc à l'euro. On a bien changé de monnaie dans ce sens-là. Donc ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que dans l'autre sens, c'est possible aussi. Techniquement, rien n'est impossible. Sauf que, entre le moment où il a été décidé d'aller vers la monnaie unique, c'est-à-dire le traité de Maastricht, qui a été ratifié par le Parlement français le 20 septembre 1992 et qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993. Et le moment où l'euro est définitivement entré en vigueur, c'est-à-dire en 2002, il s'est écoulé combien d'années? Presque 10 ans. Allez, mettons 9 ans. 9 ans. 9 ans au cours desquels tous les pays ont été d'accord, il y avait un consensus, 9 ans au cours desquels il a été mis en place une feuille de route en matière de critères de convergence de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, en matière de mise en place, rappelez-vous, enfin tout le monde l'a oublié, en 1995, on a mis en place l'IME, l'Institut monétaire européen, qui était l'embryon d'une banque centrale européenne qui allait apparaître plus tard. C'est possible, mais c'est pas possible dans n'importe quelle condition. Un pouvoir aujourd'hui, un homme politique aujourd'hui, peut pas dire si je suis élu, je sors de l'euro. Pourquoi c'est pas possible?
Parce que, déjà, si cet homme politique qui propose ça arrive en tête de l'élection présidentielle, vous allez avoir une fuite de capitaux, vous allez avoir le déchaînement des marchés financiers qui vont craindre l'avènement de ce scénario, puisqu'il est annoncé. Vous savez que lorsque la Banque Centrale Européenne, ou toute banque centrale au monde, prend la décision de baisser le taux d'intérêt sur sa monnaie de 0,25 points, cette décision est prise dans le secret d'un comité de banque centrale dont le secret est plus épais qu'un conseil de défense. Pourquoi? Parce qu'il faut que la décision reste secrète jusqu'au bout, parce que ça a des conséquences financières sur les marchés telluriques. Donc imaginez, je vous parle d'une baisse de taux d'intérêt de 0,25 points. Imaginez qu'une décision comme sortir de la monnaie unique est non seulement décidée, mais annoncée avant. Donc, le candidat arrive en tête de l'élection, déchaînement d'un cycle spéculatif contre le pays en question, le pouvoir en place qui est lui totalement en désaccord avec ce scénario ne va évidemment rien faire pour essayer de contrecarrer cette crise financière instantanée, en ayant beau jeu de dire aux électeurs, voyez, ces mecs-là, ils sont pas encore au pouvoir, que c'est déjà le bordel. Et c'est comme ça que vous tuez dans l'œuf toute sortie de l'Union européenne possible. C'est exactement, je prends souvent l'exemple, comme si De Gaulle en 58 avait dit, si vous votez pour moi, je dégage l'Algérie de l'Empire français. Qu'est-ce qu'il a dit De Gaulle? Il a dit, je vous ai compris. Il a dit, au contraire, l'Algérie va rester française. Alors on lui a dit, mais ses opposants ont dit, mais c'est un menteur invétéré. Mais bien sûr que c'est ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, un pouvoir qui veut véritablement sortir de la zone euro, il n'a pas du tout intérêt à l'annoncer avant. Au contraire, il a intérêt à dire, non, non, nous allons y rester, nous allons travailler à la gouvernance de la zone euro et tout ce charabia eurolâtre qu'on nous sort à longueur de journée. Parce que vous ne pouvez pas annoncer ça avant. Donc les Florian Philippot, les Asselineau, etc., se font dans là, il faut 3%. 2% ou 1% dans les sondages. Donc ça n'est pas possible. Donc il faut entrer dans la zone euro. Par contre, il faut rester dans la zone euro, il faut rester dans l'Union européenne, mais pas comme les élites actuelles y restent. Parce qu'en réalité, sur ces 40 dernières années, pendant que les élites françaises construisaient l'Europe, l'Allemagne, elle construisait l'Allemagne. Donc en fait, les gens qu'on envoie à Bruxelles, on les envoie pas à Bruxelles pour négocier nos intérêts. On les envoie à Bruxelles pour négocier comment on peut faire valoir les intérêts de l'Europe, c'est-à-dire in fine les intérêts de l'Allemagne. Nous allons envoyer dans les instances européennes des gens qui vont défendre les intérêts nationaux. Je parlais tout à l'heure d'une contribution aux importations en provenance de pays tiers qui nous infligent des déficits abyssaux. Aujourd'hui, le marché commun ne permet pas ça. Eh bien, nous allons négocier au forceps l'obtention de cette mesure. Il n'y a pas de raison que des pays comme la Hongrie puissent obtenir de l'Union européenne le fait de ne pas participer au quota de migrants, pendant que la France, qui est le deuxième membre fondateur de l'Union européenne, elle, on nous explique qu'elle ne peut rien obtenir. Ça n'est pas vrai. Nous allons porter la voix de la France dans l'Europe et les intérêts de la France dans l'Europe. Et de deux choses l'une, soit l'Europe se pliera à nos exigences, soit nous allons menacer d'en sortir. La crétinerie de la technocratie européenne, c'est elle qui est responsable du Brexit. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé pour le Brexit? Boris Johnson, enfin c'est pas Boris Johnson, c'est Cameron à l'époque, qui a été voir la commission de Bruxelles et qui lui a dit, nous non plus notre marché du travail croule sous l'immigration intra-européenne, notamment de Polonais, de Tchèques, etc., qui tirent nos salaires à la baisse et qui concurrencent brutalement nos travailleurs. Donc nous ne voulons pas interdire cette immigration intracommunautaire, mais juste la limiter. Qu'ont répondu les technocrates de Bruxelles? Il n'en est pas question.
On ne peut pas revenir sur les règles du marché commun, et vous, Britanniques, vous allez vous y plier comme les autres. Cameron a dit, mais moi, devant mon peuple, je ne peux pas. Donc je suis obligé d'organiser un référendum pour savoir si, dans ces conditions, les Britanniques veulent rester dans l'Union européenne ou pas. Et les Britanniques ont dit non. Donc, in fine, la responsabilité du Brexit n'incombe pas aux Britanniques eux-mêmes. Elle incombe à l'entêtement d'une Union européenne stupide qui n'a pas voulu entendre les intérêts britanniques, ce pourquoi les Britanniques sont partis. Et donc, nous avons en quelque sorte ce précédent britannique, et nous pouvons nous en prévaloir pour faire appliquer nos intérêts en disant, si vous n'acceptez pas de respecter le choix du peuple français en matière d'immigration, en matière économique, en matière monétaire, en matière commerciale, nous imposerons un référendum du Frexit comme les Britanniques l'ont fait. Et je suis sûr que là, les Européens qui ne s'attendaient pas à ce que les Britanniques décident de sortir, ils y réfléchiront à 2 fois avant de nous dire non, et ils finiront par dire oui. C'est simple. La seule chose que l'Europe, la seule chose qui nous est indispensable pour faire valoir nos intérêts en Europe, c'est pas de nationaliser nos entreprises comme le demande la gauche. La seule chose qui mérite et qui nécessite d'être nationalisée, ce sont nos élites. Nous sommes des élites nationales et nous serons au service de l'intérêt national, c'est-à-dire au service des Français, et nous ferons prévaloir les intérêts français en Europe au forceps, parce qu'il le faut, et l'Europe, parce que la France est la France dans l'Europe, et parce que la France est membre fondateur au sein de l'Europe. Si on dit non à la France, c'est qu'on dit non à l'Europe, parce que sans la France, il n'y a pas d'Europe. J'allais me fiancer quand il est minuit. Alors, merci d'abord de répondre à nos questions, Jean Messia. Je vous en prie. Alors, étant réserviste à l'armée de l'air, je suis très intéressée par les questions de défense française, et notamment, je voulais vous poser la question, que pensez-vous des récents contrats qui ont été signés par différents pays qui sont à l'inverse de nos idéologies françaises, notamment le contrat avec l'Arabie Saoudite sur les ventes des Rafales français. Et que pensez-vous des contrats qui sont signés avec des pays qui sont contre l'idéologie française et qui zappent totalement notre culture, française et notre prestige de l'armée française aussi? Merci pour votre question. Donc, 4e question intéressante qui va encore nous montrer d'autres horizons. Vous savez, nous sommes attachés non seulement à l'identité française, mais nous sommes aussi attachés à notre souveraineté, c'est-à-dire à notre indépendance nationale. Mais en bons patriotes et en bons nationaux, nous ne nions pas ces droits à la souveraineté, à l'indépendance et à l'identité aux autres pays du monde. Nous ne sommes pas des moralisateurs ou des donneurs de leçons. Qui sommes-nous pour aller expliquer à la Chine ou aux Émirats Arabes Unis ou à la Russie qu'ils ont tort? La dernière fois que nous avons fait ça, en Irak, en Libye, en Syrie, nous avons vu les désastres que cela a donné. On ne peut pas, nous sommes fiers de ce que nous sommes, mais nous sommes fiers de ce que nous sommes chez nous. De la même façon que nous ne voulons pas imposer chez nous, chez les autres, nous ne voulons pas que les autres imposent ce qu'ils sont chez nous. C'est simple. Donc, lorsque nous commerçons, la seule chose que nous voyons, c'est notre intérêt national. Si les Émiriens ne sont pas satisfaits de leur régime politique, si les Russes ne sont pas heureux avec le régime politique qui est le leur, si les Chinois sont malheureux avec leur dictature, il appartient à ces peuples et à eux seuls de décider de leur destin national. Nous sommes pour l'autodétermination des peuples, nous sommes
ceux qui défendent la liberté des peuples du monde à disposer d'eux-mêmes et à défendre, selon un droit inaliénable et sacré, leur droit à rester ce qu'ils sont chez eux, et de la même façon à faire respecter ce droit chez nous. Donc nous ne mêlons pas le commerce avec la morale. En revanche, il nous appartient de nous assurer que les armements que nous vendons, évidemment, ne soient pas utilisés de manière abusive contre des civils ou contre nos idéaux. Ça, c'est clair. Mais nous ne pouvons pas conditionner la vente de nos matériels au degré de démocratie des peuples. Parce que la Charte des Nations Unies impose un principe très clair, qui d'ailleurs a été foulé aux pieds par nos élites, au premier rang desquels Bernard Kouchner, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures a été dévoyé par nos élites dites progressistes par tout un tas de stratagèmes, au premier rang desquels le droit d'ingérence. Le droit d'ingérence. Mais les mêmes vous expliquent que tous les peuples de la Terre se valent, que toutes les identités se valent, que toutes les cultures se valent, mais ils s'arrogent un droit de s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays au nom d'un principe moralement supérieur dont ils s'estiment eux-mêmes tributaires et légataires. Nous ne sommes pas comme ça. Nous prétendons, comme tous les peuples du monde, à un universalisme. Nous prétendons, comme tous les peuples du monde, que nous sommes les meilleurs, parce que tous les peuples du monde se disent qu'ils sont les meilleurs. Donc la France aussi se dit qu'elle est la meilleure. Mais ce n'est pas un principe belliqueux. Ce n'est pas un principe qui consiste à nous imposer aux autres, à imposer nos valeurs aux autres. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le principe de démocratie, le principe de droit de l'homme, les droits de l'homme, la démocratie, les libertés publiques et individuelles, ils ne sont nés, ces principes, de manière endogène, que dans les pays à tradition judéo-chrétienne. Il n'y a pas de pays à tradition non judéo-chrétienne qui ont accouché du degré de démocratie, de liberté publique et de liberté individuelle dans le monde. Alors, il y a quelques contre-exemples. Les contre-exemples qu'on trouve, c'est le Japon. 2 bombes atomiques pour les convertir à nos valeurs. Excusez du peu. La Turquie a imposé en effet notre modèle de laïcité, de liberté publique, de démocratie, etc., par la dictature. C'est Kemal Atatürk qui a décidé de manière volontariste d'occidentaliser l'alphabet turc, de dévoiler les femmes, de laïciser la société turque. Et d'ailleurs, vous voyez bien que la Turquie, ayant été écartée de son lit identitaire de manière artificielle par Kemal Atatürk, a tendance depuis plusieurs dizaines d'années à revenir tendanciellement vers ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un pays islamique. Quant aux pays d'Amérique latine, ils sont de souche européenne, par la force des conquistadors et des invasions européennes. L'Inde, qui est à juste titre qualifiée de plus grande démocratie du monde, c'est parce qu'il y a eu le legs britannique et qu'il se trouve que le legs britannique de l'habeas corpus des libertés individuelles ne percutait pas frontalement une idéologie bouddhiste ou hindouiste qui, bon an mal an, s'accommodait bien de ce modèle britannique. C'est tout. Aucun pays arabo-musulman ou musulman n'a évolué de lui-même vers la démocratie, les libertés individuelles et la liberté publique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, prenez la laïcité. La laïcité, elle est née dans les pays à tradition judéo-chrétienne parce que la laïcité est un principe chrétien. Ce n'est pas un principe musulman. La laïcité est inscrite noir sur blanc dans l'Évangile. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la séparation du spirituel et du culturel. Donc, le système dans lequel nous vivons aujourd'hui
le système de liberté publique, de liberté individuelle, de respect de la personne humaine, de droits de l'homme, d'état de droit, c'est un système qui est le fruit lointain de notre tradition judéo-chrétienne. À l'origine de toute identité, il y a la religion. La religion musulmane est une religion respectable. La civilisation musulmane est une civilisation respectable. Mais c'est une religion et une civilisation qui sont respectables chez elles, pas chez nous. Tout simplement. Nous n'imposons pas, depuis très longtemps, notre modèle aux autres. Nous ne cherchons pas à christianiser d'autres pays, nous ne cherchons pas à coloniser d'autres pays, mais nous refusons catégoriquement et jusqu'au dernier souffle d'être colonisés par d'autres pays. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore une fois pour votre accueil. Merci pour l'organisation de ce dîner. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci pour votre soutien aussi, parce que sans vous, sans votre soutien, nous ne sommes pas grand-chose. Dieu sait que nous n'avons pas beaucoup d'amis là où nous allons, mais nous sommes absolument certains de pouvoir continuer à compter sur votre patriotisme, sur votre engagement. Continuez à vous engager, continuez à travailler pour la France. Je suis bien placé pour vous dire que la France est un pays qui le mérite. Et il faut que la France qui m'a accueilli, qui a fait de moi ce que je suis devenu, continue à être ce qu'elle est, et elle ne continuera pas à être ce qu'elle est si elle n'a pas des défenseurs comme vous. Merci. Je vous propose peut-être de chanter une Marseillaise, ça apaisera pour dormir. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, en rendez-vous